Merci énormément d'être avec nous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission Entre les lignes. Eh bien, vous l'avez demandé. Vous voulez qu'il soit en face de nous. Monsieur Alain Bolodjoa est en face de nous. Lui, il est membre cofondateur de la coalition Article 64 C64. Il est en face de nous. On va donc discuter de cette coalition et puis des perspectives d'avenir et aussi même les critiques qu'ils subissent actuellement. Parce qu'on annonce qu'ils sont de connivence avec l'Alliance Fleuve Congo M23. Eux, ils sont le bras armé, le bras plutôt politique de l'AFC M23 qui est ici à Kinshasa. Monsieur Alain Bolodjoa, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Je vous en prie. On commence par la création de la coalition Article 64. Alors, parmi les décisions que vous avez prises, c'est notamment, ou les engagements pris, c'est notamment la convocation, conformément à la Constitution, du corps électoral. C'est ces engagements que vous avez renouvelés. Vous avez également demandé à ce que le président puisse quitter le pouvoir dans le délai constitutionnel. Pas de prolongation, rien du tout. À la fin de son mandat, il doit partir dans le délai. La population se pose alors la question de savoir comment cela va-t-il se passer, étant donné que, selon les indicateurs, il est impossible d'avoir des élections dans les délais constitutionnels actuellement, selon même certaines sources au sein de la CENI. Comment cela va-t-il se passer? Bon, je crois que la société étant stratifiée, et étant donné que les exigences techniques de sondage n'ont pas été respectées, je ne pense pas que vous ayez le temps matériel nécessaire pour juger la température de la population et savoir ce que la population pense réellement. Et nous nous référons à ce que la population a cristallisé dans la Constitution et dans la pratique électorale. Nous savons qu'après chaque 5 ans, on doit passer par la consultation populaire, savoir si effectivement le peuple est d'accord de continuer avec le politique en place ou sinon d'échanger. C'est ce qui permet l'alternance. Et donc nous sommes dans cette logique-là. Alors, si quelqu'un vous dit, au regard de la situation actuelle, il ne pourrait pas y avoir élection, tout le monde peut être tenté de dire oui, il a raison. Mais qui vous dit qu'il n'y a pas possibilité de changer la situation actuelle et de créer les conditions pour qu'il y ait élection? Parce que apparemment, les gens ont développé une tendance fataliste. Les gens pensent que la situation dans l'Est ne pourrait pas être stoppée. Les gens pensent que la situation dans l'Est ne pouvait pas être résolue. Il y a possibilité de mettre fin à la guerre et d'organiser les élections. Il suffit seulement d'avoir un commandant en chef aguerri, un homme sérieux, discipliné, quelqu'un qui veut effectivement qu'il y ait les changements, c'est quelqu'un qui ne va pas utiliser la guerre comme prétexte pour se maintenir au pouvoir. J'ai l'avantage d'avoir été parmi ceux qui avaient déjà lancé des alertes. Je disais aux uns et aux autres, surtout ceux qui voulaient m'entendre, que M. Félix Tshisekedi va utiliser la situation de la guerre pour se maintenir au-delà du délai constitutionnel. Je le disais, mais les gens ne voulaient pas me comprendre. Et ce qui est encore grave, ils veulent nous dire qu'ils ne vont pas organiser les élections. Quelles sont les raisons? On dit question d'argent, ça c'est la CENI. Félix Tshisekedi dit non, il y a l'argent. Mais s'il y a l'argent, qu'est-ce qui manque pour que vous arriviez, n'est-ce pas, à enclencher le processus d'organiser d'abord la CENI? Parce que n'oubliez pas que le bureau de la CENI doit être réformé ou sinon adapté par rapport à la circonstance actuelle, mais aussi organiser les secrétariats exécutifs provinciaux au niveau de province, comme nous l'avons dit, renforcer davantage la plénière et le secrétariat technique, tous ceux qui vont participer dans le processus, pour que la population sente qu'effectivement il y a souci d'organiser les élections. Par rapport à la situation de la guerre, nous avons vu d'ailleurs tous quelqu'un être accueilli de manière triomphale en provenance des États-Unis, disant qu'il était le prince de la paix. Il s'est substitué en Jésus-Christ.
Il a été ovationné. Il y a eu quelques dizaines de personnes, ou une centaine, ou quelques centaines de personnes aller l'accueillir à l'aéroport, disant que sa seule signature suffisait pour recouvrer la paix dans la partie Est. Depuis que l'accord a été signé au mois de juin, le 27 juin, l'accord a été signé. Maintenant, là, nous sommes au mois de mai. Et ce qui est surprenant, personne ne se pose la question sur la joie que les gens ont eu à manifester. Parce que bientôt, là, ça fera une année. Nous sommes déjà au mois de mai. Voyez-vous? Et donc, dans quelques jours, ça sera pratiquement une année après la signature. Alors, la grande question, si la signature de Félix Tshisekedi ne pourrait pas apporter la paix, donc il a complètement échoué. Parce que sur le plan militaire, apparemment, les choses n'avançaient pas. Il a mis l'accent sur la diplomatie avec cette fameuse signature. Et on se rend compte aujourd'hui, ils nous disent, même en 2028, on ne sera pas en mesure d'organiser les élections. Ce qui sous-entend que l'accord n'apportera rien, même 2 ans après. Et ça, c'est grave. Tel que vous le dites et tel que l'a entendu l'un des vôtres, M. Sessaka, qui disait avant la conférence de presse que cette situation de guerre, d'insécurité est quelque part entretenue pour qu'il n'y ait pas élection, pour qu'il puisse se pérenniser au pouvoir. Est-ce que vous pensez aussi la même chose? Non, mais c'est ce que je viens de vous dire. J'étais le premier à l'avoir dit. Moi, j'en parlais il y a bien longtemps. Déjà, quand j'ai démontré que la résurgence du M23 a été faite à dessein, ils avaient effectivement l'intention, n'est-ce pas, de conditionner la tenue des élections par rapport à cette réalité. Et cela a permis non seulement de tirer des dividendes financières, mais aussi des dividendes politiques pour qu'éventuellement, qu'il y ait raison à ne pas organiser les élections. Mais ils ont été piégés par leur propre turpitude. Parce que le fait seulement d'avoir été en contact avec les Américains, d'avoir signé l'accord avec le Rwanda, ils ont donné de l'espoir à la population. Ils ont dit à la population, voilà, nous venons là de résoudre un problème. Et en contrepartie, nous avons cédé notre droit souverain sur le sous-sol aux Américains, justement parce qu'ils espéraient que les Américains allaient imposer la paix. Et comme cette paix n'arrive pas, et donc ça fait ressortir de leur démarche une volonté manifeste à trahir la nation, parce que nous avons cédé le sous-sol, mais la guerre continue encore. Donc, ce que nous avons cédé ne pouvait même pas être estimé en valeur d'argent parce que nous n'avons aucune idée sur le volume d'exploitation. Mais en même temps, nous avons quand même cédé et cela n'a aucun résultat sur la question pour laquelle nous avons pris cette mauvaise décision. Donc, il y a effectivement volonté de trahir. Par rapport aux élections, s'il n'y a pas élection dans le délai, que dit la loi, que dit la Constitution? Comment va être organisé le pays? Bon, s'il n'y a pas élection, et que ceux qui étaient censés financer ou créer les conditions de la tenue des élections n'ont pas manifesté cette volonté, il y a violation intentionnelle de la Constitution. S'il y a des impondérables qui échappent à la volonté de la classe politique, la personne qui est là reste en fonction. Mais si la personne profitant de sa fonction crée les conditions pour qu'il n'y ait pas élection, en ces moments-là, il y a violation intentionnelle de la Constitution. Automatiquement, nous entrons dans les dispositions pertinentes de l'article 164, 165, 166 et 167 de la dite Constitution. Donc là, vous demanderez à ce qu'il puisse partir? Non, nous n'allons même pas demander, nous allons constater son départ. Le départ sera constaté? Non, mais effectivement, parce qu'en ces moments-là, la Cour constitutionnelle pourra éventuellement se saisir du dossier, le juger, le condamner, le déchoir de ses fonctions, et il sera remplacé par le président du Sénat, qui aura la latitude d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Tout est prévu. Vous êtes prêt à mettre de l'eau dans votre vin? Je n'en prends pas. Vous êtes prêt aujourd'hui à faire des concessions? Non. Moi, je n'ai pas la culture de faire des concessions avec des gens qui délinquent. Je n'ai pas cette culture-là. Vous violez la Constitution, on vous arrête.
C'est-à-dire que vous serez intransigeant. Je le suis déjà. Si les autres amis avec qui nous militons pourront envisager cette éventualité, ils le feront sans moi. Je suis clair. Donc, à la fin du mandat constitutionnel, le président de la République, Félix Tshisekedi, devra laisser le pouvoir. Le fait seulement qu'il donne l'impression qu'il est fait sciemment, il doit laisser le pouvoir. Non, on va l'obliger à quitter le pouvoir. Comment? Par devoir démocratique, constitutionnel. Par la rue? Mais bien évidemment, mais vous voulez qu'on utilise quels instruments? Si la Cour constitutionnelle ne sera pas en mesure de prendre à bras le corps la question, la population va se prendre en charge. L'article 75. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction. Exact. Imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Exact. Alors, M. Corneille Nangaa et ses hommes armés eux aussi se basent sur cette constitution pour dire que nous voulons mettre fin à cette dictature, cette prise de pouvoir par la force. Vous également vous basez sur le même article. Oui, c'est constitutionnel. Vous avez tous raison? Non, on n'a pas tous raison parce que nous n'avons pas recouru aux moyens militaires pour faire entendre notre voix. La grande différence qu'il y a entre nous et M. Nangaa s'est mis en marge de la Constitution. Parce que utiliser les militaires pour des fins personnelles, utiliser les agents de l'armée pour des fins personnelles ou pour revendiquer un certain droit, c'est en violation de la Constitution. Mais nous sommes dans une démarche politique et démocratique. Nous allons user de moyens qui nous sont reconnus dans la Constitution. On ne va pas recourir à l'armée parce que c'est ce qui est interdit. On ne va pas utiliser les armes à feu, c'est ce qui est interdit. Mais on va utiliser le moyen démocratique. Nous allons utiliser le peuple souverain qui a le pouvoir au-dessus de la Constitution. Vous savez, nos amis, quand ils parlent de la souveraineté de la population, on peut consulter le peuple, article 5. Mais bien évidemment, mais l'article 5 est clair. C'est le peuple qui décide en dernier ressort. Si vous pensez que le peuple a le pouvoir de changer de constitution, le peuple a aussi le pouvoir de changer un président, même s'il serait élu. Parce que la légitimité dont disposerait un président de la République est mineure par rapport à la légitimité de la Constitution. Donc, nous allons utiliser bien évidemment le peuple. On va manifester. Même au prix de sacrifice suprême, on le fera. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu la famille politique de l'ancien président avec vous? Bon, l'adhésion dans les organisations est libre. Voyez-vous, on ne va pas obliger aux gens d'être avec nous, mais nous avons quand même fixé un certain nombre de principes. Si vous remplissez les principes, vous adhérez facilement. D'ailleurs, la liste reste ouverte. Il y a des gens qui pourront... C'est quoi le principe majeur? Le principe majeur, respecter l'ordre constitutionnel. Respecter l'ordre constitutionnel, n'est pas soutenir les ennemis de la République. Et si vous êtes dans cette logique, vous pouvez adhérer. S'ils veulent venir pour adhérer, personne ne va leur interdire. Donc Kabila et le FCC ou le PPRD peuvent venir également? Bon, Kabila, je ne pense pas. En fait, le problème, c'est que le principe, c'est d'abord les organisations politiques. Voyez-vous, si le FCC faisait la démarche de nous rejoindre, le FCC sera le bienvenu. Mais si le FCC entre, Kabila ne pourra plus venir. Parce qu'on ne peut pas avoir le parti politique ou l'organisation politique et son président signés séparément. C'est-à-dire que si l'organisation entre, l'organisation engage directement le président. Donc Joseph Kabila, il est bienvenu aussi. Si le FCC veut venir, le FCC pourra venir. Parce que nous battons pour... Avec son autorité de référence. Non, mais le FCC, c'est une organisation qui est reconnue. En son sein, il y a des partis politiques. Et donc, ils peuvent venir en tant qu'organisation politique. Il n'y a pas de quoi, parce que nous défendons quoi? Nous défendons l'ordre constitutionnel. Mais ce n'est pas la personne de Kabila qui viendrait, c'est l'organisation. C'est comme l'ESID a signé en tant qu'ESID. Ce n'est pas que Martin Fayulu a signé, ESID a signé, non.
Fayoulou a signé pour le compte de l'ECD. Fayoulou engage l'ECD. Fayoulou engage l'ECD. Kabila engage le PPRD ou les Si c'est Kabila qui va signer, mais il va les signer ici. À la condition, c'est qu'il puisse venir à Kinshasa. Non, la liste à signer, c'est ici. Mais Katumbi n'est pas là. Oui, mais Katumbi a délégué son secrétaire général. Voilà pourquoi j'ai dit, ce sont les organisations. Donc Kabila, il sera difficile qu'il vienne signer. S'il va déléguer quelqu'un pour le compte de son parti, la personne pourra éventuellement signer. Mais ce n'est pas Kabila en tant que personne. On accuse Kabila et ses hommes Kabila et sa famille politique d'être en alliance avec le Rwanda. Oui, moi aussi j'accuse le pouvoir actuel d'être en alliance avec le Rwanda. Quelles sont les preuves que vous avez? Mais bien évidemment, parce qu'ils ont signé des accords, ils sont en pourparlers, ils ont eu à travailler ensemble, ils avaient signé des accords avant. Et d'ailleurs, dans FCC Cash, il y a des représentants de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Quand je vous parlais de Claude Ibalan, que personne ne me croyait, mais Claude Ibalan qui aujourd'hui est là-bas, ce n'est pas pour autant qu'on va sanctionner toute sa famille politique. Parce que si vous sanctionnez Kabila, le fait qu'il était à Goma, alors Claude Ibalan qui est aussi membre d'un parti politique, d'une organisation politique, mais on n'a pas condamné pour autant l'organisation politique dans laquelle il se retrouve. Donc, vous comprenez que je ne suis pas... je ne pense pas que ceux qui ont eu à sanctionner Kabila l'ont fait parce qu'ils voulaient rendre justice à la nation. Prenons la publication ou la sortie médiatique de M. Augustin Kabouya. Il dit, nous, membres de l'Union pour l'UDPS, comme détenteur du testament de feu Dr Etienne Tshisekedi Mulumba, d'heureuse mémoire, en ce qui concerne sa promesse faite à notre peuple de son vivant concernant cette constitution rédigée par les belligérants, nous allons aussi à notre tour mettre en place une plateforme coalition congolais pour le changement de la constitution en cycle C4 qui symbolise les 4 zones linguistiques du pays. Constitution des belligérants. Il dit c'est comme le disait le président Etienne Tshisekedi. Quand ils seront au pouvoir, ils changeront cette constitution des belligérants. Bon, déjà, Etienne Tshisekedi de triste mémoire n'est pas le père biologique de nous autres politiciens. Il n'est pas non plus le père idéologique de l'essentiel d'entre nous. Voyez-vous? Donc, ce qu'il a dit dans le passé ne peut intéresser que ceux qui croient en lui. Voyez-vous, moi, personnellement, je ne l'ai jamais considéré comme une référence, comme un modèle. Et donc, tout ce qu'il a dit, justement parce qu'il ne le méritait pas. Tout ce qu'il a dit, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qu'il a mené comme combat Oui, mais c'est qu'il a... Vous reconnaissez mon combat? Mais Non, reconnaissez-vous mon combat? Voilà, pourquoi voulez-vous que je reconnaisse son combat alors qu'il s'est battu toute sa vie pour avoir le pouvoir? Il a eu à gérer, il a eu à poser des actes contre l'État, il a eu à comploter contre la République, il a trahi la nation en s'alliant avec le Rwandais, en créant ASD, Alliance pour la sauvegarde du dialogue. Il a eu à traficoter avec le M23 contre la République. Et vous voulez que moi, je considère un tel monsieur qui a été en alliance avec le RCD, qui a eu par ses représentants soutenir la guerre en 2011-2012 avec le M23, pour moi, je considère que c'est un traître. Alors, on me dit, c'est une constitution des belligérants. Je ne sais pas si la belligérance n'a pas de définition ou non, ils n'ont pas de dictionnaire. Vous devez savoir qu'il y a eu un processus, un long processus. Premièrement, nous avons signé l'accord global et inclusif. Etienne Tshisekedi était signataire. Il a signé avec qui? Quand il a signé l'accord global et inclusif, il a signé avec qui? Parce qu'il avait signé. Deuxièmement, Félix Etienne Tshisekedi a validé la constitution de la transition. Il a signé l'accord à Pretoria. Il a validé la constitution de la transition. Il s'attendait d'ailleurs à être hissé au rang de vice-président de la République. C'est nous, par contre, qui avons fait qu'il ne soit pas là. Et ce qui est surprenant, il est tombé malade. Nous ne pouvons pas challenger.
il est resté, je crois, en Afrique du Sud. Il a demandé à ces gens de ne pas se faire enrôler. Parce qu'il ne voulait pas reconnaître ce qui a été fait lors de la transition, le fait qu'eux n'étaient pas là. Ils n'avaient pas pris part du fait qu'ils n'avaient pas le poste de vice-président. Ces gens, à lui, n'ont pas eu à se faire enrôler. On a organisé les référendums en 2005. Eux n'ayant pas les cartes, ils ne pouvaient ni voter pour, ni voter contre. Et ils vous disent aujourd'hui que c'était une conscience de belligérants. Qu'à cela ne tienne, en 2011, la même conscience de belligérants a été utilisée pour prêter serment. Il a repris les dispositions de l'article 74 pour prêter serment lors de cette comédie organisée dans sa résidence de Limité. Il a eu à prêter serment sur pied de l'article 74, quand même qu'il aurait échoué aux élections. En 2018, son fils s'est permis quand même de postuler. Il a postulé en 2018, avec la magie de la politique, Kabila a fait de lui président de la République. Il a prêté serment en prenant l'engagement de défendre la Constitution. C'est vrai qu'il ne l'a jamais respecté, mais du moins on a senti pour le premier mandat, il avait quand même fourni assez d'efforts pour que la Constitution ne soit pas touchée. Il va aux élections, il n'a pas présenté dans son programme de gouvernance l'idée de changer la Constitution. Il est arrivé à faire semblant d'être proclamé élu, et après il a prêté serment, il a pris l'engagement une fois de plus de défendre la Constitution et de la respecter. C'est en 2024 qu'il a commencé sa campagne, en disant que non, voilà, cette Constitution serait une Constitution des étrangers, on devait la changer. Ils ont fait des incantations, il a promis de mettre sur pied une commission au mois de janvier, cela n'a pas été fait. Après avoir signé l'accord avec les Américains, ils rebondissent encore avec les débats et ils pensent qu'on doit appliquer les testaments d'Etienne Tshisekedi. Je vais vous démontrer qu'ils sont incohérents et ils manquent beaucoup de sagesse et beaucoup d'intelligence. Je dirais beaucoup de subtilité politique. Expliquez-vous. Ils veulent recourir à la Constitution de 1992, d'après ce qu'ils disent. Mais en même temps, ils pensent que le président de la République qui est élu au suffrage universel direct n'aura pas assez de pouvoir. N'a pas assez de pouvoir aujourd'hui. On doit élargir son pouvoir parce que c'est lui qui serait élu sur base d'une constitution. Il doit avoir la plénitude du pouvoir. C'est ce qu'ils disent. Alors que dans cette constitution de 1992, le pouvoir est plus concentré au gouvernement. C'est le premier ministre qui a plus de responsabilités en matière de gestion que le président de la République. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'il y a une dichotomie. Au-delà de ça, cette constitution de 1992 prône pour le fédéralisme. La constitution de 1992 prône pour le fédéralisme, avec un régime pratiquement parlementaire. Alors, vous comprenez quoi dans tout ça? Attention, Nanga prône pour la même approche. Le fédéralisme. Nanga prône pour le fédéralisme. Même Kamitatou, on l'a entendu aussi. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit Nanga prône pour le fédéralisme. Ah, si Nanga prône pour le fédéralisme, Félix Tshisekedi prône pour le fédéralisme, qu'est-ce qui fait que les deux qui étaient en odeur de sainteté, parce que n'oubliez pas, le M23, qui est soutenu par le Rwanda, ont aussi des velléités sur le Congo. Si Félix Tshisekedi s'engageait ici à organiser les référendums de manière cavalière, ça donne la possibilité à Nanga de déclarer l'autonomisation de cette zone. Donc la balkanisation. Non, mais effectivement, voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a complicité. Il y a Félix Tshisekedi entretient un flou, mais alors qu'en réalité, il vise le même objectif. C'est lui qui est en train de faire déplacer les pions ou de jeter les dés pour permettre à Nanga d'avancer. Parce que ce que Nanga veut, c'est ce que Félix Tshisekedi fait. Supposons qu'on organise les référendums aujourd'hui. Qu'est-ce qui va empêcher à Nanga d'organiser les référendums là-bas? Mais aussi organiser les élections dans ce contexte-ci. Mais les référendums, c'est aussi une manière de consulter le peuple, non? Oui, alors, c'est une élection. Vaut mieux d'ailleurs vaut mieux d'ailleurs ne pas organiser les référendums que ne pas organiser. Vaut mieux d'ailleurs ne pas organiser les référendums que les élections. Parce qu'avec les élections, si vous organisez les élections, la circonscription là,
qui est touché par la guerre pourra reconduire ces députés qui sont déjà là. Alors qu'avec les référendums, si vous touchez au référendum, vous excluez automatiquement tous ceux qui ne seront pas nécessairement impliqués. C'est-à-dire qu'ils peuvent aussi déclarer leur autonomisation et éventuellement devenir un État autonome. C'est ça la vision de Kagame. Donc, et c'est ce que Félix Tshisekedi est en train d'entretenir. Donc on peut faire les élections sans ces partis qui sont occupés par le Rwanda. Non, c'est possible, mais ce n'est pas une bonne chose. C'est possible, mais ce n'est pas une bonne chose. Parce que si on organisait les élections, il y aura certainement des frustrations. On pourra éventuellement se rattraper. Parce que on recouvre la paix, on pourrait éventuellement organiser les élections pour avoir les députés. Là, c'est possible, mais peut-être pour le président, ils ne seront pas en mesure de voter pour le président. Voyez-vous, ça va créer des frustrations, mais ça pourra être résolu par des ententes et éventuellement trouver des solutions. Mais si vous changez de constitution sans leur intervention, ils peuvent s'autodéterminer et ne pas reconnaître la constitution qui sera changée. Donc ça va donner aussi la possibilité à Nanga de continuer et ainsi de suite. Mais du fait que cette constitution fait débat, cela ne démontre pas qu'il y a quand même des matières à revoir. Non. Parce que c'est une œuvre humaine quand même. Non. N'est pas parfait. Une œuvre humaine n'est pas parfaite. Mais la constitution de 1992 n'était pas parfaite aussi. Je peux vous déceler autant de faiblesses. Il y en a autant. Mais pourquoi veulent-ils nous imposer une constitution de Mobutu? Mais eux disent que vous ne pouvez pas leur empêcher de réfléchir sur l'avenir du pays. Non, attendez. On ne doit pas faire des amalgames. Tout le monde a le droit de réfléchir sur l'éventualité de changer la constitution, sauf ceux qui ont des responsabilités étatiques. Même leur famille politique? Non, mais leur famille politique, ils peuvent lancer des débats, sauf ceux qui ont des responsabilités étatiques, d'autant plus qu'ils sont soumis au respect strict de la Constitution. Si Kabouya veut parler en tant que secrétaire général adjoint de l'UDPS, il peut engager ces débats. Mais s'il revêt cette fonction temporaire de député national, en ces moments-là, ça heurte les sensibilités, il viole la Constitution. Et d'ailleurs, je n'ai jamais entendu Kabouya parler de la Constitution en tant que telle. Il ne fait que ressasser ce qui s'est dit dans, comment on l'appelle, le force du progrès, le Parlement debout. Mais en substance, il n'y a pas de profondeur dans son analyse. Est-ce que l'allié américain n'est pas... l'allié américain qui est aujourd'hui avec le président Tshisekedi et son gouvernement, n'est-il pas un élément majeur qui peut permettre à ce qu'ils aillent au-delà, au bout de leurs idées? Mais moi, je pensais que la constitution actuelle subissait le procès du fait qu'il serait une constitution des étrangers. Mais en même temps, vous nous dites que la future constitution sera soutenue par un pays étranger. Apparemment, le problème ne sera pas résolu. À l'époque, lorsqu'on concevait la constitution, parce que je dois le rappeler, les belligérants ont eu à signer avec nous autres l'accord global inclusif, parce que dans cet accord, il n'y avait pas que les belligérants. Parce que qui dit belligérants, ça dit ceux qui étaient en conflit militaire. Voyez-vous, mais nous n'étions pas sur la liste des belligérants. Nous étions avec Étienne Tshisekedi de l'opposition non armée. Il y avait la société civile. Voyez-vous, il y avait des églises. Il y avait la société civile, la représentation des femmes, des jeunes, tout ce qui était dans plusieurs thématiques de la société civile. Ils ont eu à participer. Nous avons quitté Sand City avec un accord qui était accepté par toutes les parties. Nous sommes arrivés ici, on a mis en place le comité de suivi qui était présidé certes par Kabila, mais coordonné par William Swing des Nations Unies. Voyez-vous, c'est lui qui était le chef de la mission de la MONUC à l'époque. Ils ont eu à organiser les réunions. Apparemment, tout ce qui se faisait à l'époque était bien fait. On entend très bien. Bon, ça a été assez bien fait parce qu'ils avaient adopté une méthodologie et au regard de l'environnement, c'était difficile que quelqu'un puisse dominer sur l'autre. Parce que lorsque nous sommes allés à Sand City, en revenant ici, chaque composante avait des représentants. Nous étions représentés par le président de mon parti de l'époque, Joseph Olingankoy, et l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Pai Pai. Le vieux Pai Pai, ce sont les deux
qui nous représentait au niveau du comité de suivi. Il y avait François Mwamba. Non, il y avait Jean-Pierre Bemba avec un autre. Il y avait Azarias Rouberoa avec un autre. Il y avait Bahati Kwebo. C'est-à-dire que toutes les composantes étaient représentées par deux. Alors, nous sommes arrivés à mettre en place les institutions. L'institution Parlement, l'Assemblée nationale était présidée par Olivier Kamitatou, qui était représentant du MLC. Il y avait le Sénat, été par le président Marini Bodo, qui était de la société civile de l'église ECC. Il y avait Joseph Kabila, qui était président. On a donné la vice-présidence ECOFIN à Jean-Pierre Bemba, Rouberoa, tout ce qui était lié à la décentralisation, Yerodia, tout ce qui était à la reconstruction, et nous avons eu le social, avec Zaïd Ngoma. Voyez-vous, c'est-à-dire que dans cette configuration, toutes les parties prenantes avaient pratiquement le même poids politique au niveau institutionnel. Le nombre de députés que nous avions, c'est ce que Bemba avait, Rouberoa avait, Kabila avait, et le Roger Lumbala, le Moussa Nyamoussa avait moins que ça. Quand même, la légitimité, c'était pas le pouvoir, vous ne tirez pas du peuple, c'est pas le peuple qui vous avait confié ce pouvoir, c'était issu d'un accord politique. Ah, bien évidemment, c'était un accord politique. C'était pas légitime. Non, c'était légitime, c'était une légitimité charismatique. C'est-à-dire que la population a accepté tacitement le fait que la population avait demandé à ce que les politiciens se mettent autour d'une table. Mais attention, si vous dites que ce qui a été fait à cette époque n'était pas légitime, de l'illégitimité ne peut pas ressortir la légitimité. Donc le président actuel n'est pas non plus légitime. Ah, mais bien évidemment, mais attendez. Si notre constitution à nous n'est pas légitime, tout ce qui peut en résulter ne peut pas être légitime. On ne peut pas dire aujourd'hui que Félix Tshisekedi serait légitime, mais si la constitution est illégitime, d'où tire-t-il cette légitimité-là? Parce qu'il prétend avoir été élu, avoir obtenu 73,34%. Le peuple a voté. Mais le peuple a voté sur base de notre constitution. Alors si notre constitution est illégitime, toutes les institutions qui émanent de cette constitution sont illégitimes. Donc il y a un problème, il y a une sorte de vacuité d'idées et de pensées dans ceux qui développent cette thèse-là. Alors, on a parlé de l'accord de Washington, l'article 12. On a particulièrement le pasteur Godem est revenu là-dessus pour dire que cet accord permet ou demande à ce que la Constitution soit révisée, notamment au niveau des régies financières qui doivent être centralisées. Vous voulez que chaque province puisse avoir sa régie financière, on doit avoir une régie financière qui soit centralisée. Non, c'est ridicule. Ça fait preuve d'une sorte d'ignarité. Il parle de l'article 12 de l'accord. Non, mais effectivement, je l'ai lu. Ne vous en faites pas. Peut-être je l'ai lu mieux que lui. Et je comprends qu'il y ait beaucoup d'insuffisance par rapport à la... C'est pas l'idée qui ressort de sa démarche. Mais c'est la manière dont il est arrivé à la conclusion. Cher ami, vous devez savoir que le dit accord a été signé en violation de la Constitution. Expliquez-vous. Non, mais bien évidemment, parce que le procédé pour arriver à signer ce genre d'accord n'a pas été respecté. C'est un accord qui touche aux lois, qui touche aux finances. Ce n'est pas comme ça qu'il devait procéder. Il suffit seulement de lire l'article 164-165 pour vous en rendre compte. Au-delà de ça, vous devez savoir que l'adaptation, n'est-ce pas, l'adaptation d'une constitution doit se faire conformément à la constitution elle-même. On ne peut pas toucher les matières qui sont frappées d'immutabilité suite à un accord. Et cet accord, d'après lui, ne peut exiger le changement de la constitution que du fait qu'on ne peut pas toucher les matières liées aux compétences de province. Vous, c'est-à-dire qu'il pense que, comme on ne peut pas réduire les compétences de province, qu'il faille impérativement, n'est-ce pas, changer totalement de conditions pour permettre l'application de cet accord. Mais lorsque vous lisez l'article 12 du dit accord, ce ne sont pas les Américains qui nous ont imposé. C'est un engagement pris par le gouvernement. Et dans le gouvernement, ce qui est demandé par les Américains, c'est de centraliser tout ce qui est comme administration fiscale. Centraliser pour permettre, n'est-ce pas, de payer tout ce qu'il y a comme redevances, taxes, impôts dans un même lieu. Attention, les États-Unis, c'est un État fédéral. Aux États-Unis, les États sont autonomes.
Ici, nous sommes dans le régionalisme constitutionnel, dont le maître mot est la décentralisation. Les Américains ne peuvent pas nous interdire à nous d'avoir une duplicité ou plusieurs appareils pour payer les impôts et taxes, alors que chez eux, c'est ce qui se fait. Si vous pensez qu'on doit avoir un service unique pour percevoir tout ce qui sera comme finances publiques, tout ce que, pour faciliter aux assujettis un seul endroit pour aller payer, c'est ce qu'on appelle guichet unique. On n'a pas besoin de changer la constitution pour autant. L'État congolais, le gouvernement central et la province peuvent mutualiser leurs efforts et créer un guichet unique. DGI, par exemple, DGRK. Ils peuvent créer un guichet unique. Ce n'est pas interdit. Ça ne sera pas en violation de... Nullement, parce qu'il y a des passerelles de collaboration entre l'État et les provinces. Je vais vous donner juste un exemple simple. Si vous voulez voyager, vous arrivez au niveau de l'aéroport. Il y a 2 frais que l'on paye. Il y a GoPass, il y a statistique d'embarquement. Le GoPass, c'est pour la RVA. Statistique d'embarquement, c'est pour l'hôtel de ville. Qui les perçoit? C'est un seul service. Mais avec une clé de répartition, on sait que 10 $, ça va aller à la RVA, 5 $, ça va aller à l'hôtel de ville. Mais c'est un seul service. Vous qualifiez cela d'inarrêté? Non, mais effectivement, ça prouve à suffisance que... professeur d'économie... Non, mais attendez, ne surestimez pas vos gens, parce que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il y a des gens qui sont intelligents, mais qui ont vendu leurs âmes à cause des chop-chop. Parce que c'est que moi je constate qu'il y a une sorte d'ivrognerie de connaissances. Ivrognerie. Vous savez très bien que dans la Constitution, il y a fractionnement de compétences. Il y a l'article 202 de compétences exclusives du gouvernement central. L'article 203, les compétences concurrentes entre le gouvernement central et les provinces. L'article 204, les compétences exclusives de provinces. Mais dans les 3 cas, quelles sont les sources de financement? Les provinces ont les ressources à caractère national. Les provinces ont les ressources propres. Les provinces ont les ressources exceptionnelles. Si vous allez dans les ressources à caractère national, qui les perçoit? Ce sont les services de l'État central, du gouvernement central, qui perçoit l'argent au niveau des provinces. En réalité, on devait procéder par les retenues à la source. Qu'est-ce qui s'est fait aujourd'hui? C'est la rétrocession. C'est-à-dire que le gouvernement central ramasse tout ce qu'il y a comme fonds. Sur base des clés de répartition, on devait renvoyer 40% aux provinces, 10% à la caisse des péréquations, 50% au gouvernement. On ne va pas changer la constitution parce que nous sommes en coopération avec les États-Unis. Nous sommes en coopération avec les Chinois. Ça ne nous a pas exigé de changer la constitution. On peut créer un guichet unique spécialement pour que les redevances, les taxes, les impôts liés à ces fameux accords avec les Américains, qu'on puisse tout verser là, mais avec une clé de répartition. Je vous donne aussi un autre élément. Lorsque vous achetez le billet d'avion, savez-vous qu'on paye auprès de la société? Mais il y a une clé de répartition. 4 500 pour telle taxe, ça revient à la province, à l'aéroport. Et vous voyez dans le billet, c'est ce qui s'est fait. C'est comme ça qu'on gère. C'est-à-dire que si on a la volonté de bien faire les choses, on prendrait les soins de bien réfléchir. Ce que je constate, c'est que notre frère est dans une sorte de boulimie de la science. Apparemment, il est dans la confusion du fait peut-être d'avoir accumulé beaucoup d'informations. Et ça commence à prêter à confusion là. Il doit se ressaisir et revoir ses notes. Surtout en matière de la décentralisation. Prenons notre aspect de ce débat. L'archevêque Jibaya Mapia a fait savoir à l'opinion qu'il a mis en place un groupe de réflexion qui a fait du travail dans toutes les provinces, un sondage dans les grandes villes du pays et dans certains territoires qui a indiqué que la majorité écrasante des Congolais est vraiment partant pour le changement de la Constitution. Bon, il a fait quelle science? Il a quelle adresse scientifique? Je dois avoir une idée sur son adresse scientifique pour voir si il a les aptitudes ou la capacité de comprendre ce qu'il dit. Chers amis, nous avons une population estimée à plus de 120 millions d'habitants. Nous avons 145 territoires. Nous avons 800 secteurs et chefferies. Nous avons 5500 groupements.
nous avons 57 000 villages. Si vous faites un sondage, la moindre des choses, touchez au moins à 145 territoires. Il a créé ces structures pendant combien de temps? Quel est le profil de ceux qui ont eu à mener des enquêtes? Quel est le questionnaire qu'il a eu à mettre en place pour jauger si effectivement les personnes consultées avaient qualité et s'ils pouvaient donner de bonnes réponses? Mais avant de procéder au sondage sur le changement ou pas, commencez d'abord à dire à la population quelle est la force et la faiblesse de la Constitution. Parce qu'on procède d'abord par la vulgarisation d'un texte et puis on fait le sondage pour voir si la personne est d'accord ou pas. Vous commencez le sondage sur base de rien. Voulez-vous qu'on change la Constitution? Oui. Vous posez cette question à qui et pourquoi. Voilà pourquoi j'ai dit, au-delà de vos sciences, apprenez aussi la psychopéda. Ça va vous aider à développer un peu vos facultés. Parce que des fois, quand vous faites des déclarations, ça donne l'impression comme si vous êtes des êtres inachevés. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas intéressant. Généralement, les sondages se font par des structures indépendantes qui n'ont pas de visée, qui n'ont pas d'intérêt. Ce monsieur est déjà qualifié. D'ailleurs, il était déjà membre du RCD. C'est-à-dire qu'il est sur la liste de ceux qui sont combattus dans le combat de cette constitution-là. C'est un belligérant. Il est mal placé pour parler de cette constitution qui a fait de lui un député. Donc, moi, je pense que en tout cas, ça n'a aucune valeur ce qu'il dit. Ça n'a aucune valeur. Oui. On vous reproche également de vous acharner plus sur le pouvoir central pendant que nous avons un agresseur que vous, apparemment, que vous occultez, vous épargnez, vous ne condamnez pas. Cela induit que vous seriez de mèche avec, vous êtes en train d'appliquer la volonté de Kagame à Kinshasa. Celui qui applique la volonté de Kagame, c'est plutôt M. Félix et sa cohorte. Quand nous disions attention, ne faites pas confiance à Kagame, Yona Noboya Kagame. Le stade n'est pas loin d'ici. Et après, lorsqu'on insistait, on interdisait à Félix Sekei de signer des accords. C'est Félix Sekei qui nous a démontré que lui, il était très intelligent, bien qu'il n'a jamais prouvé cela. Il était très intelligent, il avait la capacité d'anticiper sur les événements. Pourquoi vous acharnez-vous contre Kagame et Museveni? La meilleure des choses, c'est de cohabiter ensemble, coopérer ensemble, transacter ensemble, comme l'avait dit d'ailleurs son conseiller spécial. Si vous lisez notre déclaration, nous avons condamné le Rwanda et l'AFC M23. Nous l'avons dit. Vous pensez que moi je peux lire un texte sans condamner le Rwanda et l'Ouganda? Nous avons condamné le Rwanda, l'Ouganda et Félix Sekei. Ce sont les trois acteurs majeurs de la déstabilisation de notre pays. Et Félix Sekei. Et Félix Sekei. C'est lui qui a formaté tout ce que nous avons. Parce que quand il a invité le M23 ici pour faire 14 mois, le M23 a commencé à recruter ici. Les moyens. Mais ces rumeurs d'argent perçues par Kabila et Kagame. Oui, mais ce ne sont que des rumeurs. Ce ne sont que des rumeurs. Si nous aurions perçu l'argent, si quelqu'un d'entre nous aurait perçu l'argent, cet argent n'a servi à rien parce que nous avons tous cotisé. Et cette activité ne demandait pas assez d'argent. La location de la salle, c'est 1 900 $. Je ne sais pas si vous avez perçu combien. C'est qu'on a donné aux journalistes. On a eu à négocier. Nos militants étaient chacun pris en charge par leurs organisations, l'organisation de leur parti. C'est-à-dire qu'on demande aux cellules d'amener les membres. Ils viennent avec les membres. Ce qui nous a été demandé. L'UDPS vous défie, il dit que vous n'avez pas la capacité de mobiliser comme eux le faisaient jadis. Vous avez eu du mal à remplir cette salle, vous avez eu du mal à... On avait eu du mal à remplir une salle de 800 personnes alors qu'il y a eu plus de 3000. Mais dites-nous, est-ce que vous avez la capacité de faire barrage à ce projet de changement? Ça va demander quels moyens? Moyens humains, moyens humains, c'est-à-dire pour défendre la Constitution, il faut être au nombre de combien? Au lieu de poser la question si notre démarche est fondée, on nous pose la question si nous avons la capacité de mobiliser. Mobiliser combien pour revendiquer quoi? Parce que nous avons en face de nous des criminels, des gens, des délinquants qui veulent violer la Constitution. Nous montons au créneau pour condamner cette pratique de renverser l'ordre constitutionnel, comme vous l'avez dit à l'alinéa 2,
de la Constitution, on nous pose la question si nous avons la capacité. La capacité de faire quoi? De défendre la Constitution? Avez-vous au moins une idée sur la capacité de l'UDPS à mobiliser? Citez-moi une seule manifestation organisée par l'UDPS qui a pu mobiliser au moins 80 000 personnes qui peuvent remplir les stades. Une seule activité. Laquelle? Vous êtes déterminé? Mais bien évidemment. Je l'ai toujours été. Et ça devient encore de plus en plus fort. Vous n'avez jamais été inquiété par la justice, M. Alembolodjoa? Je n'ai jamais aussi inquiété ceux qui sont au pouvoir. Mais vous êtes très très dur. Eux aussi. Celui qui veut violer la Constitution, vous pensez qu'il est doux? Mais dites-nous, qu'est-ce qu'on devra retenir de cette sortie, de cette conférence de presse? Bon, ce n'était pas une conférence de presse en tant que telle. Je ne sais pas comment les gens de l'UDPS perçoivent les choses. C'était juste la lecture d'une déclaration. On devait en réalité la faire dans une salle VIP. Voyez-vous, on s'est décidé de faire à Boboto, justement parce que lorsqu'on a fait la répartition de nombre de participants, notre objectif au départ c'était 500. On voulait faire dans une salle de 500 personnes en raison de 20 personnes par organisation. On s'est rendu compte qu'il y avait des organisations qui n'avaient pas de place. Nous sommes décidés d'aller à Boboto. On a fixé comme nombre de personnes 800. Et nous sommes répartis comme ça. Lorsque nous avons lancé les messages, d'ailleurs ceux qui ont cherché à donner plus d'énergie à cette activité, ce sont nos amis de l'Union Sacrée. Ils ont mobilisé en lieu et place de notre propre organisation. Ah bon? Encore fait? Non, mais ils ont commencé à... Il y a activité, ils veulent sortir, tout ça. Ils auraient reçu 5 millions. Alors, tout le monde était curieux de venir. Ah, ils veulent se mettre ensemble. Ah, donc nous allons venir. Ça débordait pratiquement. Parce que ceux qui étaient dehors étaient plus nombreux que ceux qui étaient à l'intérieur. Ça a failli gâcher l'activité. La manière dont on avait classé les chaises, on avait réparti. Ça ne pouvait pas tenir parce qu'il y a eu plus de monde que ce que nous avons prévu. Et je crois que le propriétaire de la salle ne doit pas nous tenir rigueur. On leur avait dit qu'on allait avoir 800 personnes. Ça a débordé, justement parce qu'ils ont battu. Pour finir, la prochaine étape. Non, mais qu'ils osent d'abord aligner leur fameuse loi. Référendaire. On va essayer de leur dire que ce ne sont pas des dieux. Voyez-vous, s'ils considèrent Félix Tshisekedi comme un dieu, on va leur rappeler qu'il est né d'une femme comme tout le monde. Monsieur Alembolodjoa Ibola, président du mouvement politique Le BAT. Effectivement, c'est un parti politique. Il faut bien préciser, c'est un parti politique agréé. Déjà hein? Depuis. Ne vous en faites pas. On a toujours été organisés, nous. Vraiment. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation malgré les multiples reports. Un homme très, très, très sollicité, on va le dire. Mais, ouais. Merci beaucoup. On espère que vous ne travaillerez jamais avec le président Tshisekedi, comme vous le dites. Non, il ne les mérite pas. Il ne les mérite pas. Je préfère une ordonnance médicale qu'une ordonnance de Félix Tshisekedi. Il ne les mérite pas. Il a tout son temps à se mettre à niveau. La haine personnelle. Non. Ça n'a rien à voir avec la haine. Je suis strict, je suis rigoureux dans tout ce que je fais. Donc, je n'aime pas la légèreté. Monsieur Alembolodjoa, merci beaucoup. Merci à vous. Merci aussi à vous tous qui nous avez suivis. Voilà, on va s'arrêter là. On espère que vous avez aimé. Voilà, c'est ça. Portez-vous bien. Au revoir.